Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Yann et Frank, mais sans Yann, parce que Yann avait un empêchement aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que j'ai notre invité qui devait être là jeudi, mais qui a généreusement accepté de venir plus tôt dans la semaine. Donc, Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média, que vous êtes habitué de voir quand même les chroniques à Radio X dans le show de Montréal Live. Évidemment, le site web de Libre Média, les grands entretiens aussi qui ont les grandes entrevues de Libre Média qui ont beaucoup de succès sur votre chaîne YouTube, votre page Facebook, tout ça. Il y a souvent un article qui est relié à l'entrevue. Donc, il y a beaucoup de choses à jaser sur l'actualité, mais vous le voyez aussi une fois de temps en temps dans notre podcast, à peu près aux 2-3 semaines. Donc, aujourd'hui, on va faire le tour un peu de quelques petits dossiers de Libre Média, entre autres, justement, dans le monde médiatique. Mais si tu peux nous parler brièvement de, justement, ces grands entretiens-là qui sortent encore. Il y en avait une série d'abord qui avait été tournée à Paris. À Paris. Donc, il y avait eu Michel Maffesoli. On avait commencé comme ça. Ouais, on avait commencé fort. On avait eu notre baptême des grandes entrevues à Paris, rien de moins. On avait fait 4 ou 5 grandes entrevues. Ensuite, on est arrivé à Québec et là, tu as participé à la première série de grandes entrevues à Québec. Il y avait toi, il y avait Philippe Sauve au 5 mars, il y avait Francis Denis. Et là, récemment, on a une troisième batch pour parler en québécois. On a eu Maria Mourani, la criminologue. Christian Saint-Germain, le philosophe, ça c'est une entrevue décapante. C'est vrai que Mourani est excellente aussi, mais dans un autre style. Mourani, c'est beaucoup plus informatif. Donc, on se penche vraiment sur la criminalité à Montréal, la criminalité au Canada, la prostitution juvénile, donc des phénomènes assez occultés. Et demain, on sort de cette troisième série-là. André Sirois, qui est un avocat auprès de l'ONU et qui vraiment démonte l'ONU. Donc, c'est quelqu'un qui, disons, n'a pas la langue dans sa poche. Travaillé 40 ans auprès de l'ONU à titre d'avocat consultant, etc. Quelqu'un qui s'est occupé du tribunal international pour le Rwanda, quand même, qui a eu des immenses dossiers. Rappelez-vous quand même, 1997, le génocide du Rwanda. Donc, c'est pas n'importe qui. Et le type vraiment démonte l'ONU. Mais vous savez, je le challenge, là, André Sirois. C'est pas gratuit, là, mais disons que c'est une perspective extrêmement critique de l'ONU, mais qui vient de l'interne. Donc, ça va être intéressant aussi. Mais on est très content, on a des bonnes statistiques. Là. On commence à peine. Dans les grandes entrevues, on a lancé ça en mars dernier. On est en nous. Il y a une petite accalmie. Juin, nous, il n'y a pas eu d'accalmie de notre côté, mais dans l'actualité, on sait, juin, juillet, ça n'a pas été extrêmement vigoureux du côté de l'actualité. Et on va poursuivre à l'automne. Mais bon, on est content. Les statistiques sont bonnes. Puis on continue aussi. Anne-Laure Bonnel à Paris, qui est notre correspondante à Paris, qui, elle, fait beaucoup... on a une émission qui s'appelle Délit d'opinion. Donc, elle s'intéresse beaucoup aux questions de géopolitique. Moi, j'en fais avec elle également cette émission-là. On s'échange un peu les intervenants. Récemment, on a fait une entrevue sur le Niger, la situation au Niger, quand même, qui est à 150 000 vues, 155 000 vues sur YouTube. Un gros hit, là. J'ai vu ça passer aussi, un bon succès pour cette vidéo-là. Écoute, je te propose, peut-être dans la deuxième partie de notre discussion, on reviendra sur l'entrevue que vous avez faite avec Maria Mourani parce que il y a eu un événement un peu marquant cet été au Québec qui a été la couverture du film Sound of Freedom. Oui. Il y a eu une espèce de breakdown mental médiatique là-dessus. J'en ai parlé, je sais que tu en as parlé aussi. Plusieurs personnes en ont parlé, mais je pense que ça pourrait être le fun d'y revenir parce que justement, je trouve que l'entrevue que tu as faite avec elle, ça nous montre que c'est pas juste une lubie de gens complètement sautés sur le crâne dans des pizzerias avec les chapeaux d'aluminium. Il y a vraiment des vraies histoires de trafic de mineurs qui se passent même au Canada, au Québec. Donc ça, c'est des choses qui existent. Puis c'est pas, je veux dire, cette femme-là, Maria Mourani, moi, ça fait des années que je sais c'est qui, que je sais un peu ce qu'elle fait. Elle me paraît pas comme, je veux dire, comme une agitée du bocal ou quelqu'un qui est recommandable. Extrêmement compétent. Exactement. Là. Donc là, ça va être difficile pour les gens qui n'aiment pas qu'on parle de ce type de sujet-là, de le messager. Mais dans un premier temps, j'aimerais qu'on revienne sur une histoire, parce que vous avez réussi à déclencher un peu une mini-crise, pour ne pas dire quand même une crise tout court dans les médias de Québécois qui sont quand même pas mal en crise, je te dirais, de ce temps-là. C'est l'histoire que vous avez mis de l'avant avec les articles. Je les ai ici.
pour le partager aux auditeurs, je vais le mettre à l'écran dans quelques instants. Donc, vous avez été alerté, dans le fond, puis il y a plusieurs personnes qui l'avaient vu sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui soulignaient, disaient, hey, écoutez, il y a des vieux articles qui datent de la pandémie, entre autres le fameux article de Mario Dumont où il proposait de rouvrir Gagnon pour y déporter les gens complotistes, entre guillemets, parce que je pense même à l'époque, les vaccins n'existaient pas encore au moment où il a écrit ce truc-là. Il y avait une histoire, il y avait plusieurs autres articles complètement. Quand tu relis ça avec le recul, tu te dis, mais c'est tellement haineux, c'est tellement hargneux, que pourquoi il allait aussi loin que ça? Ça pue ça pue la haine, en fait, ces articles-là. Et là, finalement, on s'est aperçu que les articles ont comme disparu. Et là, vous avez enquêté sur l'histoire. Vous avez même, dans le fond, de ce que je comprends, tu as écrit, ou quelqu'un a écrit à Libre Média, à Québécois directement pour avoir des informations. Oui. Dès qu'on s'est aperçu, en fait, que des articles avaient été retirés, dès qu'on l'a confirmé, c'est-à-dire c'est des internautes en passant qui ont attiré notre attention là-dessus, on a vérifié. Oui, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre, en fait, quelques dizaines d'articles dirigés contre les non-vaccinés. Des chroniques en passant, des chroniques, pas des articles de presse, donc vraiment des chroniques de chroniqueurs qui avaient été retirés pendant une bonne période de la pandémie. Donc, on demande des explications. D'abord, on sort l'article et au même moment, on demande des explications parce qu'on sait qu'on va revenir avec un deuxième article de précision. Mais on fait un premier article pour constater, c'est-à-dire constater, informer le public que oui, des articles concernant des non-vaccinés, etc., des articles effectivement assez hargneux, etc., à caractère haineux dans plusieurs cas, elle n'était plus disponible. Donc, on leur a demandé est-ce que ça relève d'une politique éditoriale? Ça nous prend des explications. Et donc, ça, c'était un lundi. Parce que dans le cas de Québécois, excuse de te couper, mais dans le cas de Québécois, c'est assez inhabituel, dans le sens que si vous cherchez... C'est inhabituel, dans le fond, chez tous les médias. C'est extrêmement rare qu'un média pilonne une partie de ses archives. C'est une pratique qui est totalement inhabituelle, qui ne sert pas du tout le média, qui ne sert pas son référencement, qui ne sert pas son positionnement sur Google. C'est la dernière chose à faire, supprimer des articles. C'est très mauvais pour un média de faire ça, à moins que je sois complètement... En général, ceux qui font ce type de truc-là le font avec le contenu audio-vidéo. C'est-à-dire qu'à un moment donné... à un moment donné, vous avez des... C'est parce qu'à un moment donné, il y a des contraintes d'hébergement qui font en sorte que même nous, ici, la plateforme qu'on utilise en ce moment, je ne supprime pas du contenu. Il se supprime seul après, je pense, 90 jours. Il y a une partie des vidéos, là, tu reçois un email qui te dit votre vidéo, si vous ne voulez pas la télécharger localement, elle va être supprimée parce qu'à un moment donné, tu ralentis la plateforme. Donc, pour ce qui est audio-vidéo, il y a normalement, je pense même si on vérifie sur Cube Radio, ça va être très difficile de trouver des émissions qui datent du début. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez que le site web fonctionne encore, qu'il ne soit pas complètement ralenti parce que l'hébergement prend toute la place, il y a sûrement des moyens de le faire. Mais bon, vous comprenez, là, c'est plus relié à quelque chose qui est de l'ordre de cet impératif-là. Mais en général, les articles écrits, on peut trouver des vieux articles qui datent du début des années 2000. Un média n'a pas intérêt à faire ça. Je vous le dis, pour des questions de référencement, de sérieux. Les archives, c'est très important. Les archives de Radio-Canada, imaginez si on pilonnait ça, ça n'a aucun sens. C'est précieux, les archives. Là. Ça dit quelque chose sur une époque. Absolument. C'est pas une pratique journalistique qui est bonne. C'est très, très mauvaise. À moins vraiment d'avoir fait un article qui est totalement erroné. Et là, vraiment, on s'excuse. L'article est tellement erroné qu'il faut le retirer, mais sans même faire de correction. Écoutez, même l'article de Patrick Lagacé, qui date du début de la pandémie, qui s'appelait « Je n'ai pas peur du coronavirus », où il dit que, en gros, les gens qui ont peur, c'est quasiment des faibles, que lui, il ne se lavera pas les mains, puis telle affaire, ils l'ont laissé en ligne. C'est juste que quand tu vas dessus, en tout cas, dernièrement, il l'était encore, mais quand tu vas dessus, ça dit cet article a été publié avant le 13 mars, le confinement, blablabla. L'auteur a depuis révisé sa position. Ils ont comme fait un... C'est un peu comme quand tu lis des livres historiques, puis il y a un avis, là, attention, prendre en note le contexte historique. Fait que, ils les laissent, mais ils vont les contextualiser, mais au moins ils les laissent. Ils n'essayent pas de les supprimer pour faire comme si c'était jamais arrivé. Et là, dans le fond, Québécois, de ce que je comprends, a nié avoir retiré ces articles-là. Donc, on n'a pas eu le Journal de Montréal, on a eu le Journal de Québec.
qui s'est expliqué auprès de nous. Donc, j'ai toute la version du rédacteur en chef du Journal de Québec est disponible dans mon article de réponse. Donc, c'est celui que tu montres à l'écran. Absolument. Donc, pour ceux qui veulent se faire une tête là-dessus, lisez l'article. Vous allez voir, vous avez toute la version du Journal de Québec. Mais il y a des incohérences. C'est-à-dire qu'il y a la question d'abord entre le moment où on publie notre premier article et le deuxième, des articles réapparaissent. Donc, alors qu'on sait que notre premier article avait été viral. Donc, c'est sûr que les journaux de Québécois se sont fait ramasser par beaucoup d'internautes. On sait qu'on part des réactions là, de part et d'autre. Bon, des fois, on invite les gens quand même à une certaine retenue là, quand ils réagissent à nos interventions publiques. Mais c'est sûr que, quelque part, Richard Martineau a dû recevoir pas mal de commentaires là, dirigés contre lui cette fois et non contre les non-vaccinés. Donc, c'est sûr que le Québécois a réalisé qu'il se passait quelque chose. Donc, d'où ça venait, les internautes, Libre Média récupèrent ça, fait son enquête. Donc, il y a une tension sur les réseaux qui émerge. Québécois réagit. Est-ce qu'il décide de remettre en ligne certains articles? C'est possible. C'est-à-dire l'hypothèse est là. L'autre affaire, c'est que le rédacteur en chef du Journal de Québec m'explique qu'il y avait une date d'expiration. Un peu, c'est comme ce que tu m'expliques. Bon, une date d'expiration automatique après un certain nombre de jours. Je pense que c'était 180, je ne sais plus. Il me dit, l'article dont vous parlez, Rouvré-Gagnon, par exemple, de Mario Gagnon, a été supprimé définitivement le 28 novembre 2021. Une date, c'est cette date-là, je pense. Mais il est réapparu l'article entre le moment. Donc, est-ce qu'il est supprimé définitivement selon la politique que vous mentionnez ou il est réapparu? Donc, on voit que la version de Québécois, du moins, est questionnable, n'est pas tout à fait claire. C'est pas tout à fait clair, enfin. Donc, probablement que oui. C'est possible qu'il y ait eu une sorte de manœuvre qui visait à supprimer un certain nombre d'articles. Puis c'est vraiment la période la plus... une des périodes les plus dures de la pandémie, c'est-à-dire c'est 2020-2021. C'est la période où toute la question des touristes émerge. Rappelez-vous, les destinations soleil. Moi qui surveillais les vols vers le Mexique, etc., je me rappelle bien, on a même... interdit les vols, en fait, entre le Canada et les dites destinations soleil pendant à peu près 5-6 mois. Et ça découlait du climat médiatique engendré par les Richard Martineau et compagnie, le Québécois notamment, qui s'en donnaient à cœur joie contre les touristes à terre. On filmait des gens qui sortaient de l'aéroport de Montréal. Vraiment, on avait l'air d'une bande de villageois complètement hystériques. C'était vraiment pathétique. Donc, pourquoi, à la pire période de la pandémie, pourquoi, c'est-à-dire les articles supprimés de Québécois vise la période la plus cruciale, si on veut, de la pandémie, la période où il y a eu le plus de haine. Est-ce que c'est un hasard? Eux, ils disent que c'est une politique de suppression. Nous, on pose la question. Donc, comme dit Radio X, faites-vous votre propre opinion sur le sujet en allant consulter les articles. Mais c'est sûr, c'est louche, là, autrement dit. Ah non, c'est sûr qu'il y a quelque chose là-dedans qui ne fait pas de sens. Là. C'est un aveu. C'est un aveu de culpabilité d'une certaine façon. C'est maladroit, mais ça veut dire qu'on a un peu gagné dans le sens où ils sont peut-être très gênés, en fait, d'avoir pris ces positions-là. C'est vrai que c'est pas chic. C'est vraiment pas chic. Donc, ils ont raison, en fait, d'être gênés, mais en même temps, il faudrait qu'ils l'assument. Et peut-être que s'ils sont si gênés que ça, s'ils veulent se rattraper tant que ça, peut-être ce serait bien de faire des excuses publiques aussi à un certain moment donné, parce que vraiment, Québécois, ça a été d'une vulgarité éditoriale exceptionnelle qu'on n'avait jamais vu dans le monde. Moi, j'avais jamais vu ça. C'était fou, là. Les destinations soleil, touristes à terre, le Mexique, en passant, c'est un pays de 130 millions. On dire que le Mexique, c'est une destination soleil de touristes à terre. Excuse-moi, le Mexique, c'est grand comme la Russie, hein, démographiquement. Il y a plein de gens qui voulaient enterrer leurs personnes mortes durant Ils ont empêché plein de Canadiens d'origine mexicaine d'aller voir leur famille, d'aller enterrer des proches. C'est quand même scandaleux, là, vous comprenez? Là, le Mexique, c'est pas une station balnéaire en République dominicaine. Évidemment, oui, en partie, là, sur les côtes, mais c'est vraiment un genre d'agenda criminel. Ben, puis je veux dire, moi, j'ai l'impression que la personne qui t'a répondu ça, disons qu'elle a essayé de t'en passer une petite vite un peu parce que je me suis amusé sur Google juste quelques instants. Puis tu peux très facilement regarder, je vous partage ça à l'écran, les artistes derrière le PQ, Julie Schneider, Paul Piché, blablabla, regardez.
un article qui date il y a plus de 10 ans et qui sont tous j'allais dire en ondes, c'est pas le bon mot, mais ils sont tous en ligne encore. Alors, remarque, ça, c'est pas une chronique. Nous, on parle vraiment juste de chronique. Mais pourquoi il y a des chroniques de bas côté de 2017 et que tout d'un coup, il manque un certain nombre de chroniques de Richard Martineau, Sophie Durocher, Denise Bombardier en 2021, 2020-2021. Comme je vous dis, au sommet de ce climat médiatique haineux, Touristata, Covidio, c'est vraiment là, c'est la période durant laquelle le plus grand nombre d'articles haineux ont été publiés. Donc, est-ce que c'est un hasard? C'est bon. Bon, ou est-ce que ça peut être à la demande des gens qui ont écrit ces articles-là eux-mêmes, du genre... on n'aura jamais... il faudrait qu'il y ait plus de transparence. On n'aura pas, évidemment, toute l'histoire à raison, évidemment. En même temps, c'est un peu malhonnête parce que c'est des journalistes. Le journalisme est censé faire la promotion de la vérité, etc. Et vraiment, l'histoire n'est pas claire. Mais quand même, mesurez bien quand même le fait que un petit média comme Libremédia a réussi quand même à faire trembler les colonnes du temple de l'Empire québécois, parce que ça, c'est assez incroyable. Donc, on voit que les temps changent, on voit que les grands médias ne sont plus aussi confiants qu'auparavant. Et déjà qu'ils se sentent tenus de nous répondre. Remarque que c'est une question de politesse. Là, on est collègues, finalement, même si on ne joue pas nécessairement dans la même équipe, sur le plan éditorial. Mais on voit que les petits médias emmènent beaucoup plus large et que c'est ça, un média indépendant comme le nôtre peut provoquer une certaine crise chez un empire. C'est la tribu contre l'Empire romain, c'est assez incroyable. Ça les dérange absolument, l'existence de nouveaux médias comme le nôtre, comme le tien, comme d'autres qu'on pourrait nommer. Là. Mais tu sais, j'en reviens un petit peu à ton éditorial qui s'appelle La faute à Meta. Que j'ai trouvé très bon, là, où tu l'expliques bien, là, sans trop rentrer dans le détail. Les gens retourneront le lire sur le site de Libre Média, mais tu l'expliques bien. C'est modèle d'affaires déficient, basé sur la gratuité du produit, qui est le produit donné gratuitement, finalement. La présence de publicité qui, en plus de tout ça, je veux dire, souvent, c'est de la publicité, par exemple, de concessionnaires automobiles, mais la moitié de vos articles, c'est pour nous dire que les gens qui ont des VUS sont des malades mentaux. Je ne sais pas, il y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre de... Moi, si demain matin, sur mon site, j'héberge de la publicité pour des restaurations, des chaînes de restauration rapide, je vais essayer que la moitié des podcasts ne parlent pas de comment les gens qui fréquentent ces commerces-là sont des attardés. Je ne sais pas, on dirait qu'ils sont dans un monde parallèle. Puis ça se voit encore sur les médias, par exemple. Je me souviens plus si c'est la presse l'autre fois. Il y avait un article justement pour nous parler du surtourisme et à côté, il y avait une pub de genre un voyage Bergeron ou je ne sais pas trop quoi. Vous voyez qu'il y a comme un modèle d'affaires là-dedans qui est un peu délirant. Mais la présence de nouveaux médias, moi, je pense que ça les dérange énormément. D'un, on a de l'attraction sur les réseaux sociaux alors qu'ils n'en ont pratiquement aucune. Étrangement, c'est sûr qu'on a observé. Il y a des gens quand même qui sont qui regardent là, ce qui se fait de nouveau. Donc, tu peux être sûr quand même que quelqu'un, quelque part, québécois, qui connaît très bien l'émission Yann et Frank et qui ont été tenus de surveiller, d'analyser un peu ce qui se faisait pour peut-être répondre. Je dis, oui, c'est sûr qu'ils ont conscience de ça. Là. C'est sûr. Ils sont cheap parce que, bon, ils ne parlent jamais de nous. Alors qu'en France, quand un nouveau média émerge, le Figaro peut en parler, il se sentira pas. Au Québec, c'est très petit. Là, qu'il n'y ait pas eu de couverture de la naissance de Libre Média. En même temps, bon, c'est un peu prévisible. Je suis habitué au Québec, là, vous savez, mais c'est un peu cheap. Pour parler en québécois, c'est très cheap. En France, par exemple, un nouveau média va naître factuel, un nouveau média indépendant en France qui ressemble un peu à Libre Média. Le Figaro va en parler, Libération peut en parler. Les grands médias vont avoir cette générosité-là. De le faire au Québec. Aussi, au Québec, non. Quand c'était le Front populaire qui était parti par le philosophe Michel Onfray, quand il a commencé ça, là, il y avait des entrevues avec tout le monde. Il paraît que Philippe de Villiers va peut-être y aller. Là, c'était comme toute l'histoire était partie, puis il est reçu sur plein de tribunes. Tout le monde veut l'avoir en entrevue. Mais ici, ça semble être... On est vraiment dans une culture de... bon, petit marché, tout le monde est un compétiteur de tout le monde. Quand tu es dans le même écosystème que quelqu'un, c'est ton meilleur ami, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Et puis, lorsqu'il s'en va chez le compétiteur, on fait comme s'il n'existait plus. Cette personne-là a été
Sauf quand il y a un média, comme par exemple le journal Métro qui ferme, là, tout d'un coup, il y a la grande solidarité des journalistes qui émergent. Genre, c'est tellement un drame pour la démocratie. Là, c'était nos frères et nos sœurs des médias. Mais le reste du temps, ils s'ignorent et font comme s'ils n'existaient pas. Il y a une culture très hypocrite, en fait, dans le milieu médiatique. Puis ils n'ont pas l'air de s'en rendre compte, mais ils souffrent de ça aussi. Peut-être, oui. Mais ça manque de hauteur, ça manque, on parle de solidarité au Québec, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ça, les grands médias ils ont fait exprès finalement de continuer leur chute. Ils n'ont pas fait leur examen de conscience, comme je l'ai dit dans mon éditorial de dimanche. C'est-à-dire, c'est des médias qui non seulement se sont entêtés dans un modèle économique qui était plus viable, qui est monstrueux, là, avec plein d'employés qui ont des tâches très compartimentées. Il y a la question aussi de la gratuité que tu évoques, qui n'est pas mauvaise, là, c'est-à-dire à partir d'un certain moment, tout offrir gratuitement n'était peut-être pas le meilleur choix économique. Il y a évidemment, la fin du papier, évidemment, ça c'est la première étape. Ça a frappé complètement les grands médias, la fin du papier, la transition numérique. Ils l'ont jamais vraiment digéré. Après est arrivée la pandémie. Et là, ils ne veulent pas admettre que leurs choix éditoriaux étaient épouvantablement médiocres et haineux. Et qu'ils ont fait, évidemment, on sait qu'ils ont servi d'outils de propagande du gouvernement. Ils ne veulent pas l'admettre non plus. Et ils ne veulent pas admettre que aussi c'est la prolifération des faits divers d'une insignifiance absolument phénoménale, les grands enjeux. Donc, je veux dire, on se retrouve même à Radio-Can avec, tu l'as vu, un reportage sur un chat prédateur à Rock Forest. Je veux dire, d'un autre pays, tu consultes ça. Au Québec, les nouvelles nationales sont déjà des nouvelles régionales, en fait. Et là, nos nouvelles régionales sont rendues des nouvelles genre ultra locales. Non, c'est ça. On n'avait déjà pas de nouvelles nationales vraiment. C'est déjà que l'international était absent, qu'on n'est pas un pays. Aussi, le fait qu'on n'a pas de relations extérieures, de relations étrangères, en fait. Il y a ça aussi, par contre, quand le Québec n'a pas de relations étrangères. C'est-à-dire qu'on est une province. Ça, il faut le dire aussi. Ça joue. Le Canada, lui, a des relations avec d'autres pays. Nous, on n'a pas de relations avec d'autres pays, vraiment. L'UNESCO, tout ça, c'est bien marrant, là. Mais on ne parle pas d'égal à égal quand on va. On n'est pas un État. On est un État, mais on n'est pas un pays. Donc, c'est sûr que ça colore quand même la couverture aussi journalistique, il faut le dire. Là. Ça, et les politiciens sont pris dans un espèce de. Dans tout ce rapport-là, parce qu'on ne se le cachera pas, dans l'actualité politique et au jour le jour, ceux qui nourrissent cette actualité-là sont les politiciens et leurs activités, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral, tout ça. Or, ces gens-là sont devenus, depuis quelques années, avec surtout des réseaux sociaux comme Instagram et autres, et TikTok en particulier, sont devenus un peu comme des espèces d'influenceurs. C'est-à-dire que le maire avec des chaussures fluo, ben là, le but, c'est de faire des belles publications, faire des belles photos Facebook, tout ça. Donc, ce sont des gens qui carburent à une espèce de narcissisme nourri par les réseaux sociaux. Tu sais, vous allez voir la page, le compte Instagram de Justin Trudeau, ça a plus l'air du compte d'un influenceur que du compte du premier ministre du Canada. Donc, lui, son premier réflexe instinctif, c'était d'annoncer sa séparation avec sa femme sur son compte Instagram. Mais d'un autre côté, il dit à tout le monde, moi, je vais me battre contre les grandes plateformes, puis je vais les mettre au pas, vous allez voir. Mais oui, mais si il y avait à ce point à cœur les médias, il aurait convoqué une genre de conférence de presse où il aurait donné le scoop d'une manière ou d'une autre via un attaché de presse à un média à qui il voulait donner la nouvelle. Mais ces politiciens-là, le trois quarts du temps, les médias courent après eux en feuilletant leurs réseaux sociaux. On a appris que Geneviève Guilbeault n'était plus avec son conjoint en regardant son Instagram. On apprend que Trudeau n'est plus avec sa femme sur son Instagram. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas en feuilletant les réseaux sociaux de ces gens-là? Donc, ces gens-là tiennent un double discours. En même temps, ils prétendent lutter contre les grandes plateformes et en même temps, ils demandent aux médias ou en tout cas, la réalité étant que les médias doivent suivre leurs réseaux sociaux au moins autant qu'ils suivent leur activité sur la colline parlementaire et tout ça pour avoir de l'information. Parce qu'en réalité, leur vie, le politicien n'est plus nourri par le narcissisme de la télé et des journaux. Ça y prend les réseaux sociaux. Si tu ne peux pas le priver de ça, c'est devenu comme chaque fois qu'ils vont dans un souper spaghetti, dans un patente, ils n'écrivent pas au journal pour en parler. Ils le mettent sur leur Facebook, leur Instagram, leur Twitter, tout ça. Pourquoi? Pour avoir
pour avoir de l'amour de leurs fans, entre guillemets, pour avoir des likes, pour avoir des partages, pour faire un peu de virtue signaling. C'est comme ça aujourd'hui. Donc, en fait, moi, les pires là-dedans, je trouve que ce sont les politiciens qui tiennent littéralement un double discours. Ils agissent comme si les médias n'avaient plus aucune importance. Mais dans leur discours, ils nous disent que... Tu comprends? En fait, ils ont complètement passé outre l'ère des médias où tu appelles tel journaliste, tu lui dis, écoute, je vais leaker telle information. C'était comme ça que ça marchait avant. Même chose avec les équipes sportives ou autres. Ces politiciens-là, ils vivent. Puis le premier qui a fait ça, je suis désolé de vous le dire, c'est pas mal Donald Trump. Et c'était d'ailleurs la raison pour laquelle les CNN de ce monde et même Fox News à certains égards ne l'aimaient pas du tout parce qu'au lieu de faire des points de presse conventionnels où ils donnent la nouvelle aux médias qui vont la redonner au petit peuple après, il prenait son compte Twitter à 3 h du matin et il écrivait un tel, c'est un pas bon, je vais le mettre dehors. Vous comprenez que c'est vous couper l'herbe sous le pied des médias avec un mode de fonctionnement. On est vraiment encore dans une période de recomposition là, du paysage médiatique. Tu sais, c'est pas défini encore totalement. Tu sais, c'est en cours. Tu sais, on est vraiment dans une période de transition. Sur quoi ça va déboucher exactement? La loi C-18, c'est un peu une réaction, évidemment, à cette nouvelle ère. Est-ce que c'est un combat d'arrière-garde, possiblement? Sur quoi ça va déboucher exactement, ce monde médiatique un peu... pas atomisé, mais il y a une sorte de tribalisme médiatique qui émerge, c'est-à-dire que beaucoup de petits médias, beaucoup moins de grands médias, donc peut-être beaucoup plus de lignes éditoriales un peu nichées, un peu précises, c'est-à-dire qu'il y a comme plein de communautés qui émergent, les gens se connaissent dans un média ou deux médias, alors qu'avant, bon, c'était plutôt des médias de masse, comme on appelait. Qu'est-ce que ça va faire sur le plan de la démocratie, etc.? C'est une bonne question, mais il y a quand même une sorte d'archipélisation, si je peux dire, des médias. Là. C'est-à-dire, on a un archipel médiatique avec plein de petites bulles partout. Je ne dis pas qu'on enferme les gens dans des bulles. Yann et Frank n'enferment pas les gens seulement dans une bulle éditoriale. Libre Média vise tout le contraire, en fait, de ça. Mais il y a des sentiments de communauté qui émergent. Mais vraiment, c'est intéressant. Là, sur le plan sociologique, c'est-à-dire vraiment, on assiste au passage d'une ère à l'autre. Sur quoi ça va déboucher exactement? Qu'est-ce que tu prédis, toi, Frank, dans le fond, dans la fin des grands médias complètement? Ou, Non, je pense que il va y avoir une pression très grande parce que veut pas minimalement, les médias ont quand même un pouvoir. Qu'ils soient en déclin, ça, je pense que personne ne le nie. Par contre, on est obligé de voir qu'ils ont quand même un pouvoir pour contrôler ou imposer des... On l'a vu durant la pandémie quand même. On l'a vu durant la pandémie. On l'a vu comment Québécois a réussi à faire renaître le PQ de ses cendres en progressivement publiant plein de chroniques et d'articles nous disant que PSPP était excellent puis qu'il était le meilleur dans le débat. Puis bon, à tort ou à raison, là, mais ils ont poussé beaucoup là-dessus. On voit l'impact qu'ils ont, par exemple, sur l'opinion. Ils ont réussi complètement pratiquement à annihiler les espoirs du Parti conservateur du Québec. Maintenant, ils sont sur le cas de Pierre Poilievre en nous disant tous de concert avec le même titre que c'est un complotiste, un malade, etc. Donc, ils ont un pouvoir et ils le savent. Donc, les gouvernements, d'une certaine manière, je pense, les craignent un peu, mais pour les mauvaises raisons. Ils ne les craignent pas parce qu'ils peuvent être challengés ou quoi que ce soit. Ils les craignent parce qu'ils peuvent tout d'un coup leur faire mauvaise presse, un peu ce que Québécois avait commencé avec Pierre Fitzgibbon, entre autres. Quand ils décident qu'ils sont après toi, ils peuvent l'être, puis c'est pas nécessairement pour les bonnes raisons. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir un genre de nouveau programme d'aide qui va être annoncé avec... ce qui a déjà été annoncé dans les années passées, mais avec plus de puissance. Là. Donc, ils vont assumer une partie du salaire jusqu'à concurrence de 50 000. Puis, je sais pas, peut-être ça peut même aller jusqu'à avoir un membre du gouvernement sur le conseil d'administration. On n'est pas à l'abri de voir ou que le gouvernement rachète une partie des actions d'un média s'il est en bourse comme groupe TVA, par exemple. Je ne sais pas. Je ne connais pas exactement. Quand même, ça serait épouvantable là, sur le plan. C'est sûr que sur le plan de l'image... C'est pire que Radio-Canada, d'une certaine façon, mais...
Non, c'est ça. Mais ça deviendrait quasiment des médias d'État. Déjà que TVA québécois était près du gouvernement durant la pandémie, près c'est un euphémisme, il allait encore plus loin que le gouvernement. C'est-à-dire qu'il était plus radical que le gouvernement dans sa position éditoriale. Mais moi, je vois très bien François Legault dans une espèce d'élan nationaliste pour essayer de faire plaisir à tout le monde, dire qu'ils vont redonner ces heures de gloire, par exemple, à Télé-Québec, et là, on va rebrander pour, en gros, faire un genre de Radio-Canada québécois. Ouais, mais en même temps, mon Dieu, c'est parce que il va y avoir la résistance parce que le modèle encore là, les gens qui s'assoient devant la télé, seulement le câble, là, il n'y en a plus beaucoup. Là. Évidemment, je sais qu'on peut reprendre des émissions en ligne là, de Télé-Québec, mais il y a quand même des limites à gaspiller de l'argent. C'est-à-dire, oui, mais ils vont tenter quelque chose. Ça justifie quand même. J'ai l'impression qu'ils vont tenter quelque chose quand même. Mais une partie, puis ça m'amène au deuxième sujet que je voulais qu'on parle, une partie de la décadence, ou si on veut, du ralentissement ou du déclin, appelez ça comme vous voulez, de ces médias-là, moi, je trouve, vient en grande partie de leur refus de traiter de certains sujets. Ils font une liste, à un moment donné, de sujets dont ils veulent parler ou qui est acceptable de parler. Donc, c'est eux qui tracent à terre la ligne de ce qui est acceptable ou pas dont on parle. Et là, l'exemple frappant de ça cet été, ça a été la sortie du fameux film Sound of Freedom. Donc, beaucoup en ont entendu parler. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui est allé le voir. Il n'était pas disponible dans toutes les salles. Dans la région de Québec, je sais que le CLAP l'a diffusé pendant un moi, bout. Je suis au CLAP, ouais. À Lévis, il y avait le cinéma Lido qui le diffusait. Je suis allé le voir là en anglais aussi. Donc, il n'y a pas eu de traduction française de ça. Donc, c'est peut-être pour ça que plusieurs cinémas ne l'ont pas diffusé. Mais c'était même pas encore sorti. Écoute, moi, j'en ai parlé dans le podcast, puis je ne sais pas c'est quoi tes impressions là-dessus, là, mais j'en revenais pas quand je suis allé voir le film. C'est-à-dire que moi, j'avais lu les chroniques dans le journal là-dessus. J'avais vu un peu la couverture qu'il y avait. Et j'étais persuadé d'aller voir littéralement un film, là. Je m'attendais à voir un film style les films d'Alex Jones. Tu sais, les petits reportages d'Alex Jones ou des trucs, tu sais, quand il va voir il avait fait un truc un moment donné sur, je ne sais plus trop comment ça s'appelait une espèce de secte, supposément, de politiciens qui faisaient des sacrifices. Tu sais, je m'attendais de voir de quoi de complètement fou. De quelque chose d'ultra, ultra, ultra conspi évident. C'était comme ça que ça avait été présenté. T'sais, le film, il y avait l'article du Devoir qui nous disait que c'était un film de conspirationniste qui fait référence à l'élite pédosataniste avec les Clinton, puis l'île de Jeffrey Epstein. Puis là, je me disais, OK, mais on s'en va. Fait que je suis allé voir le film, mais tout bonnement, et là, j'ai été, bon, spoiler pour les gens qui ne l'ont pas vu, il faut avancer quelques minutes, là. J'ai été assez stupéfait de finalement voir que, bon, OK, oui, ça traite du sujet de la traite humaine et de la pédophilie, mais bon, c'est somme toute l'histoire d'un membre des forces de l'ordre qui essaie de retrouver des enfants dans le cadre de des enquêtes, ce qui l'amène en Amérique du Sud, dans une espèce de réseau où les gens achètent des enfants pour, bon, s'en servir comme esclaves, comme force de travail aussi, mais comme... Oui, c'est un classique aussi. Comme objet sexuel aussi. Là, ça va en Colombie, c'est ça, commence à Cartagena, puis après ça, il va dans... En tout cas, quelque chose d'assez... C'est ça, mais quelque chose d'assez classique, entre guillemets. Le scénario ne m'a pas outre mesure surpris. En fait, ce qui m'a surpris, c'est le degré, finalement, de... J'ai eu l'impression de voir un film qu'il y a 10 ans de ça, personne n'aurait parlé de ça comme faisant scandale. Donc, finalement, ce qui faisait scandale... C'est un peu ce que les critiques du film disent, ou du moins les critiques de ses promoteurs. C'est-à-dire, ils disent que c'est un film qui est tellement mainstream que c'est un peu, justement, les promoteurs qui ont mis l'accent sur une pseudo-censure du film pour promouvoir le film. Donc, est-ce qu'ils ont joué un peu là-dessus? C'est fort possible hein, qu'ils aient joué un peu sur cette sensibilité-là, sensibilité contemporaine, parce qu'effectivement, moi, je suis allé voir le film, je n'avais pas d'attente non plus. C'est un Mexicain qui produit ça, qui s'appelle Eduardo Barastegui, qui est quand même très, très, très croyant. Remarquez que des croyants, c'est pas comme si c'était quelque chose de j'ai compris, c'est un crime maintenant. Là, Mais c'est sûr, Eduardo Barastegui, c'est quelqu'un qui, tous les jours, par exemple, fait des rosarios, des chapelets. C'est-à-dire, récite un chapelet pour le Mexique chaque jour sur sa page Facebook.
Donc, pendant 30 minutes, il va réciter, je ne sais pas, un Ave Maria, en tout cas une prière catholique avec son chapelet. Enfin, ça dure 30-40 minutes. C'est sûr que, bon, là, puis le gars va avoir 40-50 000 likes, vous voyez. C'est sûr que c'est quand même un univers très, très, très croyant. Lui, c'est le producteur du film. On a essayé de l'avoir, d'ailleurs, Libre Média. Ça se pourrait qu'on l'ait, là. On est en train... J'ai un contact à Mexico qui est proche d'Eduardo Berastegui. Je vais y parler. Ça se pourrait qu'on fasse une entrevue en espagnol. On va voir. En tout cas, je ferme la parenthèse. Mais c'est un univers quand même, oui, très conservateur, c'est vrai. Mais en même temps, il n'y a rien de très... Ben, je veux dire, moi, c'est de très suspect à être croyant. Où il y a ben non, puis tu sais, l'argument que... ça ne suffit pas à discréditer le film. Que le producteur soit un catholique pratiquant et militant, et que les deux personnages principaux soient des croyants, mais en même temps, c'est pas très pesant. C'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 références à leur croyance religieuse dans tout le film, mais on ne s'y attarde pas vraiment. Ça ne suffit pas du tout à discréditer le film. Là. Puis en passant, si ça avait été que d'autres croyants, des musulmans, des hindous, des juifs, je ne pense pas qu'on aurait pu dire « Ah, regardez, c'est des fanatiques hindous ou des musulmans, regardez surtout pas le film parce que c'est des musulmans qui ont produit le film. » On s'entend que ça ne passerait jamais. Là. Donc, non, et comme c'est des chrétiens, là on peut dire ça, mais on ne pourrait pas dire ça d'une autre culture religieuse. Là. Non, puis cet argument-là, je le trouvais assez... des arguments très faibles. Oui, mais c'est un argument qui est très faible. Finalement, le bagage idéologique ou les croyances des acteurs ou des réalisateurs qui jouent dedans, je veux dire, est-ce que quelqu'un de droite s'est empêché d'aller voir Hunger Games parce qu'il se disait, non, Jennifer Lawrence, c'est une gauchiste, moi, je ne veux pas aller voir ce film-là? Ou je ne sais pas. Ouais, est-ce qu'il y a des gens qui ont renié la série de films Harry Potter parce qu'Emma Watson est devenue féministe? Je veux dire, c'est complètement délirant là, comme vision du monde. Là. Je veux dire, non, effectivement, juste d'avoir en parlé, c'est quand même étonnant d'avoir justifié que malgré leurs croyances, on peut voir le film et l'apprécier. Ça montre déjà un certain basculement vers un sectarisme assez fort. Là. C'est ce qui ouvre la porte à des médias comme Libre Média de se démarquer parce que vous avez fait dans vos grandes entrevues un entretien avec Maria Mourani qui parle du marché. Du trafic humain. Là, du trafic humain, de la prostitution, de la pédophilie. Maria Mourani, ceux qui ne la connaissent pas, le criminologue, sociologue, a été député au fédéral, auteur de plusieurs livres. Donc, c'était ton entrevue pour ça, les gens, pour aller la retrouver. C'est ça, on fait un bon tour d'horizon de tout ce qui est la criminalité à Montréal. Pourquoi aussi l'augmentation de la violence à Montréal, l'augmentation des fusillades, etc., depuis à peu près 2 ans. Ensuite, on commence avec la violence à Montréal, d'où proviennent les armes, etc. Et ensuite, on se dirige plus sur la question de la prostitution juvénile en particulier. Tout ce qui est effectivement pédophilie en ligne, ça existe au Canada. Donc, l'âge d'entrée de la prostitution au Canada moyen, c'est 14 ans. Au Canada, donc, je ne sais pas si vous imaginez en Colombie, c'est quoi l'âge, là? Mais au Canada, c'est 14 ans. Donc, au Canada, c'est un des pays les plus riches de la planète. C'est un des pays les plus sécuritaires de la planète. C'est un pays où, supposément, il ne se passe rien. Ben, c'est sûr, il ne se passe pas grand-chose dans la rue, on comprend, là. Mais imaginez ailleurs. Là. Donc, et oui, Maria Mourani nous apprend notamment qu'il y a des Québécoises qui sont vendus aux États-Unis, des Québécoises de 14-15 ans qui sont vendus à des groupes aux États-Unis et qui vont traverser la frontière pour se prostituer sans évidemment, par contrainte, là, c'est-à-dire de force. Là. Ben, c'est qu'on a l'impression que les sujets qui sont traités par les médias le sont tout le temps avec un autre objectif derrière qui est de supporter ou de dénoncer une cause. Je m'explique. Écoutez, pendant quelques semaines, on nous a parlé, pendant surtout quelques jours, quelques semaines, on nous a parlé, c'est donc bien épouvantable. À Montréal, il y aurait de la prostitution reliée au Grand Prix. Et là, pendant une semaine ou deux, le sujet de la prostitution juvénile, tout ça, la pédophilie, là, c'est dans le cœur des journaux. Parce que pourquoi? Parce que le but, c'est de faire mauvaise presse à un événement qu'on n'aime pas, parce que, bon, c'est la pollution, les voitures, le pétro-masculinisme, ou je ne sais plus trop quelle autre invention débile. Et là, un coup, ça, c'est terminé, le sujet n'existe plus. Et là, il y a un film comme Son of Freedom qui sort, et on peut le critiquer, le film. Il aurait très bien pu le critiquer en faisant venir quelques experts comme cette femme-là, en faisant un truc du genre mythe et réalité sur le sujet. Oui. Et là, tu parles du film, puis tu te dis, ben, écoutez, le film il est bon,
mais voici où c'est un peu romancé et où ça ne fonctionne pas. Entre autres, voici ce qu'on sait par rapport à Montréal. Un peu ce que vous avez fait, dans le fond. Plutôt que ça, ils ont dit non, ce sujet-là n'existe pas, alors qu'on en parlait il y a 3 semaines pour le Grand Prix. Mais maintenant, il n'existe plus. Ceux qui en parlent sont des débiles complotistes qui pensent que les gens boivent du sang. Ou je sais, il y avait des trucs fous là, qui étaient racontés là-dessus. Puis que Jim Caviezel, qui est l'acteur qui joue dedans, soit un peu saucé, proche de Bill Gibson. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous pensez que Jim Carrey est équilibré ou je veux dire, Joaquin Phoenix en est un bizarre aussi. Des acteurs de ce milieu-là qui sont étranges, bizarres, qui sont dans des sectes ou quoi. Il y en a un puis un autre. Vous chercherez genre Hollywood Member of Sect, là, of Cult sur Google. Là, il y en a plein. Il y en a plein qui sont dans des cultes ou des sectes ou des religions un peu étranges. C'est pas, je veux dire, il n'y a rien d'anodin là-dedans. Il y a rien de. C'est purement anodin. Il y a rien de. Moi, ça ne me choque pas de savoir que l'acteur qui jouait l'acteur principal, ce serait un religieux ou un conservateur ou un ami de Donald Trump. Ou j'en ai rien à cirer. On a vu, ce qui est révélateur aussi, il y a ça, c'est clair que c'est très sectaire comme réflexe, mais comment la gauche, justement, la gauche qui prétend se préoccuper de la misère dans le monde, qui prétend être humaniste, s'intéresser au rapport économique, comment cette gauche-là, finalement, est devenue une sorte de gauche Barbie et qui a disqualifié totalement le Sound of Freedom, qui était une occasion, en fait, une bonne occasion de reparler de pauvreté dans le monde, des thèmes qui sont censés être ceux de la gauche, là, avant qu'elle adhère au wokisme puis qu'elle se mette seulement à parler d'elle-même avec ses petits problèmes de bourgeois, finalement, du Nord. Donc, des gens qui s'intéressent qu'à leur éco-anxiété, leur vélo, leur piste cyclable, des gens qui s'intéressent à leur identité sexuelle. Donc, c'est la gauche, j'aime moi. Là, la gauche est extrêmement égocentrique. Les gauchistes ne parlent que de leurs petits problèmes de riches des pays du Nord désenchantés. Alors que, gars, c'est la gauche Barbie. Là, vous avez une occasion en or de parler, le devoir qui, au lieu justement d'avoir une personne comme Maria Mourani, faire appel à des criminologues ou peut-être même se déplacer, je ne sais pas, ils ont des moyens, ces gens-là. Le devoir, aller en Amérique latine, faites un reportage sur place, allez à Cartagena, bougez-vous le cul, sérieux, là. Puis faites donc quelque chose là, d'intéressant au lieu de parler des grands enjeux puis de votre éco-anxiété de petits bourgeois privilégiés, de sérieux. C'est vraiment pathétique. La gauche est complètement déconnectée, complètement déconnectée. Ils nous parlent de toilettes transgenres. Écoutez, là, dans ces pays-là, ils vont commencer par des toilettes à l'école avant d'avoir des toilettes transgenres. Comprenez-vous, là? Ils vont commencer par des toilettes, premièrement, et ensuite, ils penseront peut-être en avoir des neutres de genre. C'est ça la réalité mondiale. Ben oui. Dans 70% de la planète. C'est complètement déconnecté. Non? La gauche, vraiment, c'est n'importe quoi. Il y a une très, très bonne occasion ratée, encore une fois, de la gauche de nous parler de problèmes structurels, de pauvreté dans le monde. Mais non, c'est des complotistes, c'est des chrétiens. C'est donc épouvantable. Moi, je vais aller prendre mon café avec du lait d'amande, je ne sais pas trop quoi. Là. Oh, oui, c'est ça. Ben oui. C'est donc épouvantable. Mais pendant ce temps-là, je me fais faire un cappuccino à 10 le gobelet avec du lait de... Oh, ouais, du lait d'amande bio cueilli par un unijambiste ukrainien. Ça, j'en reviens pas. L'affaire du lait, là. Quel lait tout le temps. Là, moi, je dis du lait de vache. Je disais ça au Mexique aussi. Ils sont rendus là-dedans. Écoute, leche de vaca, man. Quel lait? Donnez-moi du lait de vache. Là, de quel lait vous voulez parler? Enfin. Oui, c'est ça. Ben, c'est surtout le fait qu'ils appellent ça du lait, en fait, qui est très spécial. Non, mais c'est quoi d'autre du lait que du lait de vache? Ça c'est quoi du lait si c'est pas du lait de vache? En tout cas, ben, ça, je m'écarte un peu. Là. Non, mais c'est ça, tu sais, en terminant sur ça avant de se laisser, je trouve que. Mais moi aussi, c'est cette constatation-là auquel j'en viens. Je me dis, mais moi, on a été élevé un peu là-dedans avec tu sais, comment c'était, moi, quand j'étais petit, je m'en souviens très bien. Première fois que tu entends parler de trucs politiques, tout ça, bon, secondaire, à un moment donné, tu arrives au cégep, je m'en souviens très bien. J'arrive au cégep, il y a un professeur de politique, j'ai raconté plusieurs fois, mais je le raconte encore parce que ça m'a marqué. Il fait une croix au tableau, comme un genre de croix. Et là, il dit, bon, ça c'est droite, ça c'est gauche. À droite, c'est l'individu, le capitaliste, l'égoïste, tout ça. Et à gauche, c'est le cœur sur la main, on pense aux autres. Puis là, il mettait des noms avec des petits points là, pour les situer. Là. Donc, tu avais évidemment Gandhi d'un bord et Hitler de l'autre. Vous voyez un peu c'était quoi le genre de présentation. Fait on est tous élevés
est programmé dans l'idée que... Puis c'est ça le désenchantement que plusieurs vivent au fil du temps, c'est qu'ils sont tous... Et en général, tu remarqueras la réaction que ça provoque, c'est chez beaucoup de gens, c'est un peu ce que André Berkoff te disait, c'est ben moi, je suis encore de gauche, mais donc c'est que en fait, là, c'est ah non, je suis encore de gauche, mais tout ce qui existe en ce moment de gauche, c'est plus ma gauche à moi. Donc, ils sont rendus seuls dans leur camp avec leur propre définition de la gauche, parce qu'ils se sont tellement fait dire que la droite, c'était le mal, et que c'est des gens qui bouffaient du pauvre au déjeuner, qu'ils sont encore dans cette mentalité-là. Mais même moi, des fois, je regarde ça et je me dis, mais ces gens-là, même hier, c'était absolument fascinant. Tu avais le ministre Fitzgibbon qui disait, écoutez, là, pour survivre à l'ébullition climatique, là, il faudrait qu'il y ait la moitié moins de véhicules au Québec et qu'ils soient tous électriques. Et là, tu as toute la gang d'écologistes enragés qui applaudissent et qui sont donc heureux de cette déclaration-là. Puis là, je me dis, mais ces gens-là sont tellement rendus dans un univers parallèle qu'ils ne se rendent même pas compte du paradoxe qu'il y a à se dire de gauche et progressiste et vouloir réduire la qualité de vie des gens au nom duquel ils prétendent parler. C'est-à-dire que vous avez des gens qui nous disent, nous autres, on est de gauche, le but, c'est d'aider les pauvres, les gens qui en arrachent, les gens qui en ont besoin, mais voici notre programme, on va tout vous enlever ce que vous aimez, vos piscines, vos voitures, vos affaires, et on va retourner à un genre d'âge de pierre, ou en tout cas, un genre de mode un peu amiche de fonctionner. Puis là, tu te dis, mais en quoi? Je ne comprends pas quel est le progrès là-dedans. Mais de quelle gauche vous parlez? De quoi vous parlez? C'est un peu la même chose avec Sound of Freedom. Hein? C'est un film d'extrême droite, un film de fou. Puis là, tu regardes les thématiques dont ça parle. Tu te dis, normalement, ça devrait être des thématiques de gauche. C'est les inégalités nord-sud, le trafic d'enfants, la marchandisation des êtres humains. Moi, je pensais que c'était une thématique de gauche. Là, le fait que, la phrase qui répète dans le film God's children are not for sale. Normalement, tu n'es pas supposé de sticker sur le mot God en disant mon Dieu, c'est religieux. Tu es supposé de sticker sur la thématique que le corps humain, l'être humain, n'est pas une marchandise. Moi, je pensais que c'était comme un peu une thématique de gauche, de dénoncer la marchandisation du réel. Non, mais la gauche, vraiment, a prouvé son insignifiance totale maintes reprises, mais encore une fois avec Sound of Freedom. C'est-à-dire une belle occasion ratée. C'est incroyable. Le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Tu comprends? Tu as l'occasion de parler de traite d'enfants, tu es de gauche, mais non, tu es sa thématique des complotistes. Vous êtes vraiment c'est incroyable. Ils sont l'enfer. Non, mais pensez-y. Là. Vous avez l'occasion de parler de traite d'enfants dans le monde. Vous êtes censé être de gauche, vous êtes censé être dans l'humanitaire, vous allez faire des stages en Haïti, voir comment ça se passe. Mais dans le fond, dès que vous retournez sur le plateau, il n'y en a rien à foutre, ces gens-là, en fait, de la pauvreté dans le monde. Ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont absolument rien à foutre. C'est ça la vérité. On ne fera pas à croire que les gens du devoir actuellement, on se préoccupe vraiment de la pauvreté dans le monde. Là. Je veux dire, la réponse, c'est non. Tout ce qui est altermondialiste, ça n'existe plus. La gauche n'existe plus, en fait, ici. Là. C'est autre chose, c'est du wokisme. Quand vraiment la gauche latino-américaine, la gauche ailleurs dans le monde, c'est de la gauche et on parle encore d'économie, d'enjeux économiques, structurels, etc., de développement. Ici, on n'est pas là-dedans. C'est comme un autre truc complètement... C'est très auto-centré. C'est comme tu dis, à l'époque de l'alter, je me souviens, c'était très en vogue quand j'étais au micro-agression. Les micro-agressions. Tout ce qui était altermondialiste, c'était tout le temps l'idée justement d'essayer d'avoir une espèce de vision globale sur voici ce qui se passe dans le tiers-monde, voici les difficultés de ces gens-là. Et là, tu écoutes ces activistes-là parler, tu te dis, bon, OK, le principal problème à les entendre parler de gens de couleur, par exemple, aux États-Unis, c'est qu'on leur refuserait l'accès à des programmes de discrimination positive. Là, tu dis, écoutez, il y a des gens noirs qui vivent sur un continent, dans certains endroits, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de manger, ils n'ont pas de nourriture. C'est marrant aussi. Il y a une guerre civile. Je veux dire, vous vivez dans un monde parallèle. Là. C'est discrimination positive, guerre civile, famine. Non, ça va. Quelque chose qui n'est pas politiquement correct à dire, c'est que, on parle des immigrés au Canada qui seraient discriminés systémiquement, mais les gens, par exemple, d'origine africaine au Canada, leurs conditions de vie de leurs compatriotes dans leur pays, ça ressemble à quoi? Là? C'est-à-dire que
On peut s'intéresser aux conditions des gens non blancs au Québec, au Canada, là, mais vous pouvez aussi vous y intéresser à l'extérieur du Canada. C'est pas beaucoup mieux. Là. Je ne sais pas si tu comprends un peu le paradoxe. Ben oui. On parle de conditions de misère presque pour les immigrés du Canada, ce qui est comme OK, de quoi vous parlez. Alors finalement, ben, vous pouvez vous intéresser aussi à Haïti. Là, si vous vous intéressez aux populations non blanches parce que vous êtes tellement obsédé par la race, vous pouvez vous intéresser aussi à ce qui se passe en Haïti directement. Pas besoin de parler juste des Haïtiens au Québec. Là, parce que les Haïtiens de Montréal ont de bien meilleures conditions de vie que les Haïtiens en Haïti. Je penserais, oui. Donc, ça serait quand même, si vous êtes tant humaniste que ça, vous pouvez aller voir aussi de l'autre bord ce qui se passe, puis là, vous allez comprendre d'autres choses. Puis vous allez comprendre aussi de votre éco-anxiété, c'est pas un très grave problème. Ben, écoute, ça me fait penser, en terminant, il y a une espèce d'éco-sociologue là, sur Twitter que je vois passer une fois de temps en temps, j'oublie son nom, là. Mais c'est un éco-sociologue noir de Montréal. Déjà en partant éco-sociologue, c'est déjà très drôle. Et lui, dans le fond, tous ses tweets, c'est pour dire à quel point la société québécoise est gangrénée par le racisme systémique. Tout ça, je suis allé voir sa page professionnelle. Il a dû recevoir à peu près 400 000 $ de bourse pour faire des projets qui, en gros, c'est de la bullshit job. Non, mais écoute, c'est comme un bullshit domaine. Émilie Nicolas, tu vois, je m'étais foutu la gueule dans un statut. Je veux dire, c'est des hyper privilégiés du système qui se sont inventés une vie justement de victime. Émilie Nicolas, elle est née à Lévis, est-ce que j'ai compris, cette femme-là? À l'entendre, elle est née dans le Bronx, elle était née à Lévis. Là, il y avait toute la ségrégation raciale à Lévis. C'est pris du gouverneur général ou toute sa carrière, sa courte carrière, c'est de la reconnaissance, des prix, membre d'un jury quelque part. C'est la petite... genre de poste à la Ville de Montréal. C'est des petits notables. Je sais pas quoi. Ben oui, donc oui, c'est ça. C'est des surprivilégiés qui bénéficient du système public et ensuite ils vont nous dire que les gens qui gagnent 40 000 et qui votent Parti conservateur du Québec sont des oppresseurs. Non, mais sérieux. Non, c'est une chance que le ridicule ne tue pas. C'est une vraie farce. C'est une vraie farce. C'est carrément une farce. Écoute, je laisse le mot de la fin. Les prochains, à quoi on peut s'attendre sur Libre Média dans les prochains jours, prochaines semaines. On a parlé un petit peu des grandes entrevues. Si vous avez autre chose, on invite aussi les gens à s'abonner à Libre Média pour avoir accès à tout le contenu. Une partie en prévision de la rentrée, effectivement. On va avoir une rentrée très animée, c'est sûr. À partir du 1er, ben, c'est sûr. On s'attend à une croissance assez soutenue. Puis bon, on sait que la rentrée, c'est évidemment le retour de l'actualité à vitesse grand V. Donc, les enjeux, évidemment, il y en aura tous les enjeux internationaux aussi, l'Ukraine, qu'on va continuer à surveiller. Donc, on va continuer à faire ce qu'on fait actuellement, mais peut-être avec plus de ressources. Donc, toutes nos chroniques, évidemment, nos enquêtes, nos reportages. On a beaucoup de reportages en Amérique latine, Amérique centrale, les migrants. Et nous, on s'intéresse aux migrants. La gauche ne le fait pas tellement. Elle s'intéresse aux migrants quand ils sont rendus comme à 5 mètres de la frontière. Oui, c'est ça. Là, ils s'approchent. C'est à 10 mètres, peut-être il y a des migrants. Mais les migrants, ils partent à des millions de kilomètres. Donc, peut-être que vous pouvez aller voir à la source aussi. Enfin, on s'intéresse à plein de choses. On continue chaîne YouTube en pleine expansion. Donc, je le répète, les gens n'ont pas toujours le réflexe encore. Chaîne YouTube, allez directement consulter notre chaîne sur YouTube, Libre Média, YouTube, / Libre Média 28, un truc comme ça, vérifiez. Donc, il y a vraiment 2 volets Libre Média, le volet, le presse écrite, nos articles écrits et la chaîne YouTube. C'est comme en ce moment les 2 pôles. Puis on songe tranquillement peut-être à une application mobile, on va voir. On fait des études actuellement à voir quel genre d'application on pourrait lancer. Mais je suis très optimiste. On va partir ça. Ça va être un départ canon, encore une fois, à la rentrée, j'ai l'impression. Absolument. Ben, écoute, ça fait du bien de suivre un média qui n'est pas toujours en train de se lamenter de ses déboires. On invite les gens à suivre, puis de toute façon, ne manquez pas, Jérôme va revenir nous jaser à l'occasion, comme d'habitude. Sur ce, merci d'avoir été là, puis on s'en reparle demain tout le monde.